Salut, ça va vous? Le petit bruit là, c'est le chat qui se régale. Dernier épisode pour l'année 2025, on conclut avec une année riche en livres en tout genre. Encore un gros mois pour le mois de décembre, avec 6 ouvrages lus. Et on va finir la vidéo en beauté, avec un pire 5 et un top 5 de mes lectures de l'année. Alors fonçons sans plus tarder. Mais alors de quel livre vais-je bien parler dans cette vidéo? Bah écoute, on aura le roman du 21e siècle selon les intellos du New York Times, une histoire d'amitié là ou je sais plus. On aura 1031 pages d'Harry Potter en colère. On aura un décevant roman de fantasy, on aura un superbe retelling de David Copperfield, on aura un essai / enquête effrayant, et enfin on aura un univers de possibles réuni dans une bibliothèque. Alors qu'est-ce que j'ai lu en décembre? Alors comme si j'avais pas assez de projets lecture, genre par exemple finir ma pile à lire, je m'en suis lancé un autre, celui de lire tous les romans classés dans la liste des 100 meilleurs romans du 21e siècle du New York Times. Alors pour construire ce classement, des journalistes du New York Times ont envoyé un sondage à une centaine d'écrivains, d'essayistes, de poètes, de critiques littéraires, de libraires, d'éditeurs, de traducteurs, bref, à tous les professionnels de près ou de loin du métier du livre. Ils étaient invités dans ce sondage à choisir les 10 meilleurs bouquins pour eux du 21e siècle. Donc c'est-à-dire des bouquins publiés entre le 1er janvier 2000 et l'envoi de ce sondage. En résulte une gigantesque liste de 100 bouquins dont j'en avais lu que 2 avant de lire celui dont on va parler, mais 2 romans géniaux. Station Eleven d'Emily St. John Mandel, classé 93e, La Route de Cormac McCarthy, classé 13e. Donc il va me falloir énormément de temps pour arriver au bout de cette liste. L'objectif étant pour moi de découvrir, de me cultiver avec ce qu'il y a posément de meilleur. Et aussi de m'éloigner un peu de mes habitudes de lecture. Et donc l'ouvrage en question dans tout ça, il s'avère que c'est L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante, le livre numéro 1 de la liste, le meilleur roman du 21e siècle. Il est publié en Italie en 2011, en France en 2014 par Gallimard. Là j'ai la version de poche chez Folio. C'est le premier bouquin d'une saga de 4 tomes dont le dernier est aussi dans la liste des 100 meilleurs romans du 21e siècle. Sauf que pour comprendre le dernier, il faudra que je lise le 2 et le 3. Encore plus de bouquins à lire. Il y a un petit mystère autour de l'identité d'Elena Ferrante puisque son nom de plume est un pseudonyme pour protéger l'identité de l'autrice. Elle refuse la publicité, elle refuse les apparitions télévisées. Selon certaines hypothèses, il pourrait s'agir d'une éditrice et traductrice italienne assez connue dans le monde littéraire, ou encore son mari, ou encore d'une écriture à 4 mains entre les deux. Et le roman serait majoritairement autobiographique. Et alors, on parle de quoi dans L'Amie prodigieuse? L'intrigue, elle se passe dans un quartier pauvre de Naples, vers la fin des années 50. Et en fait, on va suivre la vie de ce quartier, mais en particulier la vie de 2 adolescentes qui vivent dans ce quartier. Ce premier tome, il se passe sur une petite dizaine d'années, entre leurs 7 et leurs 16 ans à ces 2 adolescentes. Et elles ont 2 caractères très différents. On aura la protagoniste véritable du bouquin, Elena, qui est un peu timide, qui a un physique un peu difficile, mais elle réussit assez bien à l'école, c'est un peu laborieux, elle doit taffer pour réussir. Et on aura Lila. Lila est charismatique, belle, intelligente, sans vraiment d'effort, mais elle est ingérable, elle a un caractère très difficile. Et si les 2 jeunes amies sont toutes les 2 douées pour les études, seule Elena sera en mesure de poursuivre, la famille de Lila refusant de payer, mais ne pouvant pas payer non plus. Et elle-même n'étant pas sûre de vouloir poursuivre un cursus scolaire. Les chemins des 2 amis vont se croiser, s'éloigner, se retrouver. On va suivre leur vie, leurs évolutions dans un contexte tendu et pauvre, nécessairement. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce meilleur roman du 21e siècle? J'ai adoré. Il y a toute une brochette de personnages qui tournent autour de ces 2 protagonistes, des amis, des parents, des enseignants, et j'ai rarement lu un roman qui décrit aussi fidèlement ce que c'est d'être adolescent, même si ça se passe il y a 70 ans. La joie, le mal-être, les questions, la confusion, les amitiés qui se construisent et qui se détruisent, et qui se reconstruisent un peu d'un rien. Le style est vraiment impeccable. L'amitié, matinée de rivalité entre Elena et Lila, marche admirablement bien. On s'attache aux 2 autant qu'elles nous frustrent, mais on les connaît comme si on était à leur côté, tant dans le bon sens que dans le mauvais. C'est très important sur ce que ça raconte en sous-texte, la question de l'ascension sociale et du destin, à quel point c'est difficile de quitter ce quartier pauvre de Naples, malgré les facultés apparentes des 2 personnages, mais au sein de ce microcosme, et à quel point ces facultés peuvent sembler un peu dérisoires et très peu face au monde en dehors de ce quartier. Là d'où l'on vient conditionnera toujours là où on veut aller. C'est violent parfois, parce que c'est violent de vivre dans ce quartier de Naples, c'est dur souvent, mais
c'est beau tout le temps. Et en plus, je l'ai acheté 50 centimes dans un vide-grenier. On continue avec l'aventure du sorcier préféré, ton sorcier préféré. En décembre, j'ai lu le 5e tome des aventures d'Harry Potter, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Pour la petite histoire de publication, il faudra attendre quelques années avant celui-ci, 3 années d'ailleurs, parce que si les 4 premières aventures d'Harry Potter avaient été publiées consécutivement en 97, 98, 99 et 2000, et celui-ci il sort en 2003. Et c'est d'ailleurs le premier qui sort alors que la série est en cours d'adaptation au cinéma. Je sais pas si ça a changé quelque chose. 3 ans, c'est long et les fans sont fous. Le jour de sa sortie, c'est près d'1,8 million d'exemplaires de l'Ordre du Phénix qui sont vendus. Et si Harry Potter et l'Ordre du Phénix sort en juin au Royaume-Uni, il sort en décembre en France et les fans ne sont pas prêts à attendre autant. Ils préfèrent donc lire la version originale. Et donc pour la première fois dans l'histoire de l'édition française, avec l'Ordre du Phénix, un livre en anglais figure parmi les meilleures ventes de livres en France. Le bouquin était tellement attendu qu'il y a eu des cambriolages d'entrepôts afin de mettre la main sur un exemplaire avant la publication officielle. Dingue. Et alors quoi ? Voldemort il est de retour. Harry l'a vu à la fin de la Coupe de Feu. Harry l'a combattu et s'en est sorti de justesse. Le problème c'est que le monde magique a peur de ce retour et préfère ne pas croire le jeune Harry Potter. Qui lui par contre a tout le soutien d'Albus Dumbledore, le directeur de l'école. En désaccord donc entre ministère et école, le ministère de la magie va s'immiscer dans les affaires de l'école afin de décrédibiliser Harry et Dumbledore, tandis que Voldemort se fait mystérieusement discret. Et alors dans cet énorme pavé de plus de 1000 pages, on rentre encore plus pleinement dans l'adolescence, et je trouve qu'on a dans ce roman un exemple parfait du mal-être adolescent. Harry, il est constamment sur les nerfs, il a tout le temps l'impression d'être incompris par son entourage, et ça peut être frustrant à lire, ça n'en est pas moins très impactant. On y est vraiment quoi. L'intrigue s'étoffe, sans rire parce qu'on en a pour plus de 1000 pages. Il y a des thématiques vraiment très intéressantes et pertinentes sur la manipulation des médias, sur les mensonges des gouvernements, sur les régimes opprimants, tout en étant parfaitement accessible pour un lectorat assez jeune, et ça reste vraiment sympathique à lire pour un lectorat un peu plus adulte. On passe énormément de temps à Poudlard, c'est vraiment cool, les scènes de baston sont particulièrement réussies, notamment dans le chaos qu'elle propose. On comprend pas forcément ce qui se passe, parce qu'on suit le point de vue de Harry, il y a plusieurs alliés, il y a plusieurs ennemis, c'est un peu le bazar, mais tout reste lisible et fluide. Mention spéciale pour le duel entre Dumbledore et Voldemort, là, un des meilleurs de la saga. J'ai hâte de poursuivre vers ce que la saga offre de meilleur, tome 6 et tome 7. On enchaîne avec la lecture de La maison au milieu de la mer céruléenne, qui est un roman écrit par Travis John Clune, je sais pas trop comment on prononce ça, Clune, plus communément connu sous le pseudonyme de TJ Clune. C'est publié par Desaxus en 2021, encore une fois la version de poche par PAL, c'est publié un an après la publication américaine. TJ Clune, c'est un romancier qui est très productif, avec pas moins de 33 romans en 15 ans. Soit plus de 2 par an, ça turbine, ça me questionne toujours un peu, soyons francs. Avec certitude, TJ Clune ne souffre pas du syndrome de la page blanche, mais j'ai toujours la sensation d'un travail un peu bâclé quand c'est écrit et produit aussi rapidement. Ça veut bien sûr rien dire, mais je pars avec une méfiance un peu consciente. Il n'empêche que l'écrivain est multiprimé pour La maison au milieu de la mer céruléenne, qui a un énorme succès librairie et un énorme succès populaire. On atteste sa note de 4,36 sur 5 sur Goodreads, avec plus d'1 million de notants. Impressionnant. Mais qu'est-il question dans La maison au milieu de la mer céruléenne ? Le roman s'ouvre avec le personnage de Linus Baker, qui est un agent du ministère de la jeunesse magique. Son job est simple en apparence, il visite les orphelinats gouvernementaux du pays, et il écrit un rapport sur le bon traitement ou non des orphelins, si l'établissement il est conforme, s'il doit être fermé, s'il doit être modifié, s'il doit avoir un nouveau directeur, bref. Mais en dehors de ce job, Linus Baker il vit pas, voilà. Solitaire et timide, il a aucune vie sociale et il passe son temps libre chez lui à écouter de la musique. Qu'on se le dise, Linus Baker il a une personnalité franchement lisse, voire même souffre-douleur. Un jour il est envoyé superviser un orphelinat assez particulier sur une île. Le gérant, le charmant et charismatique Arthur Parnassus, s'occupe de 6 enfants magiques considérés comme dangereux par le gouvernement. Alors est-ce que l'établissement doit fermer ? Et alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Faut vraiment que je me méfie encore plus de Goodreads et de la surnotation que je ressens sur les romans là-dessus, sur l'application. Parce que on a là une vraie déception. Le fait est que le roman est quand même extrêmement facile, extrêmement prévisible et plutôt naïf. Dès la première page, on se doute bien que le personnage principal, Linus Baker, qui est décrit comme une victime, employons les termes, il est décrit comme quelqu'un de vraiment quelconque, qui n'a aucune personnalité, que les autres s'amusent à ne pas respecter sans que celui-ci réplique. On se doute bien que ce personnage va prendre confiance en lui, ne va plus se laisser faire, va aller à l'encontre du système établi. C'est si évident que ça en gâche le plaisir de lecture et de surprise du récit. Il n'y a plus d'enjeu narratif, on sait ce qui va se passer. Alors,
Bien sûr, c'est charmant, c'est doux, mais c'est surtout très naïf, plein d'une belle morale, mais qui va être un peu trop répétée et sur laquelle on va trop insister pour rendre la lecture vraiment agréable. J'ai un peu l'impression qu'on me prend pour un imbécile, que je vais pas comprendre si on me répète pas le message. C'est bien dommage parce que le cœur du roman est super important, c'est sur l'acceptation de la différence, l'acceptation de soi, mais je crois qu'il faut pas vraiment prendre le lecteur constamment par la main pour lui montrer ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Il faut le laisser faire ce travail par lui-même. Pareil, la relation entre Linus Baker et Arthur Parnassus, elle est touchante, mais elle est bien trop prévisible. Ensuite, j'ai lu On m'appelle Damon Copperhead, qui est un roman écrit par Barbara Kingsolver et qui est publié aux États-Unis en 2022, puis en France en 2024. Pour ce roman, l'autrice elle a été auréolée du prestigieux prix Pulitzer 2023. Et On m'appelle Damon Copperhead, ça fait partie des 10 meilleurs livres de 2022 par les journalistes du Washington Post et du New York Times. Aussi, il est classé 61e par le New York Times dans sa liste des 100 meilleurs romans du 21e siècle. Ça fait quelques temps que j'ai envie de lire le bouquin et je suis assez persuadé qu'il va beaucoup me plaire. Ce qui est forcément pas ouf, parce que ça fait que j'ai vachement d'attentes. Barbara Kingsolver, c'est une autrice engagée qui n'hésite pas à se lever pour les problématiques qui lui tiennent à cœur, en particulier la pauvreté aux États-Unis. Elle a écrit aussi sur ce qu'elle connaît, ce que j'apprécie particulièrement dans cette littérature. Elle vit au cœur des Appalaches, qui est une chaîne de montagnes à l'est des États-Unis, et qui est une région qui est vraiment très pauvre. Et c'est une région qu'elle met en scène dans On m'appelle Damon Copperhead. Le roman est d'ailleurs une inspiration, voire une réécriture moderne de David Copperfield de Charles Dickens. L'hommage est évidemment bien visible dans le titre, mais le nom du personnage se justifie dans le récit. Et alors de quoi est-il question dans On m'appelle Damon Copperhead ? Alors Damon Copperhead, c'est le surnom de Damon Fields. On lui donne ce surnom surtout à cause de ses cheveux roux, hérités des origines dites Melungeons, qui est un terme raciste pour qualifier les familles métisses dans les régions pauvres des États-Unis. Damon, il est né d'une mère adolescente, alors que son père a disparu avant sa naissance. Il est né dans un mobile-home, délabré dans un comté très pauvre de l'État de Virginie. Bref, dès le départ, il est clair que Damon va avoir une enfance pas ouf du tout. Alors on va le suivre dans ses galères, un beau-père qu'il déteste, qu'il bat, une mère inadaptée qui est obligée d'abandonner son fils, l'exploitation au travail alors qu'il est très jeune, des assistantes sociales dépassées, et sa rencontre destructrice avec la drogue. Le bouquin fait un focus sur la crise des opioïdes qui traverse les États-Unis. Entre 1999 et 2021, il est estimé que plus de 645 000 Américains sont morts d'une surdose causée par les opiacés prescrits par les médecins ou vendus illégalement. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce bouquin ? Et c'est un coup de cœur. C'est le 4e coup de cœur de l'année 2025. Et c'était vraiment génial. Et mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir lu plus tôt. Damon, c'est un personnage qui est profondément attachant. On va le suivre de ses 7 à ses 18 ans, quelque chose comme ça, et c'est un garçon qui est résilient malgré tout, que la vie maltraite mais qui n'abandonne pas. Personne ou presque ne veut de lui, il est rejeté, mais il se bat avec les armes qu'il a, et c'est forcément touchant. C'est triste bien sûr, il y a une véritable vulnérabilité aussi en Damon, mais ça n'oublie pas d'être régulièrement drôle. C'est écrit à la première personne, c'est du point de vue de Damon, il est impertinent et lucide sur sa situation. C'est un personnage qui est vraiment multidimensionnel, avec de gros défauts, mais ces défauts nous font d'autant plus apprécier le personnage. Il y a une vraie crédibilité à l'environnement, au décor, aux endroits où se déroule l'intrigue. C'est une épreuve épuisante. Damon il prend cher quand même. Et le roman est long mais particulièrement réussi quoi. Le bouquin il touche à tout un tas de sujets sociaux, mais l'abandon des pauvres par le système est décrit de manière révoltante, à l'instar des meilleurs Dickens ou autres Émile Zola. C'est bien sûr ma recommandation du mois. Le mois dernier, on parlait du Bal des Folles de Victoria Mass, un roman que j'avais lu au cours d'une lecture commune dans un book club dont je suis membre. Ici, j'avais dit que le roman m'avait pas pleinement satisfait. J'avais tout de même envie de creuser le sujet très intéressant et très troublant des femmes enfermées malgré elles. Et du coup, c'est au cours de ce book club où on échangeait qu'on m'a très gentiment prêté le bouquin dont il est question maintenant, que j'ai rendu depuis. Mon vrai nom est Elisabeth. C'est écrit par Adèle Lyon, c'est publié aux éditions Sous-Sol en 2025. C'est un succès librairie immédiat avec 150 000 exemplaires de vendus en 6 mois. C'est un succès critique aussi fort avec le prix France Télévisions dans la catégorie essai, le prix des lectrices de Elle dans la catégorie non-fiction. L'histoire de ce succès de librairie est tout aussi intéressante. C'est la thèse de fin d'études d'Adèle Lyon. Elle est titulaire d'un master en philosophie contemporaine et d'un master en études cinématographiques à l'université de Sorbonne. Et pour son doctorat, elle s'interroge sur le double fantôme, sur sa propre santé mentale en lien avec celle de son arrière-grand-mère. Et donc de quoi parle-t-on dans Mon vrai nom est Elisabeth ?
bref. Donc Adèle Lyon, l'autrice, se questionne sur sa santé mentale. Ça va pas fort, hein, bref, ça va pas fort. Et elle sait vaguement que les femmes de sa famille sont sujettes à une santé mentale fragile, et en particulier l'exemple de son arrière-grand-mère. En questionnant succinctement les membres de sa famille, elle s'aperçoit qu'il y a un vrai tabou autour de cette arrière-grand-mère et de ce qui lui est arrivé. Son arrière-grand-mère, donc, Elisabeth, dite Betsy, est diagnostiquée schizophrène dans les années 1950, et elle est internée. Donc Adèle Lyon, elle va questionner chaque membre de la famille pour éclaircir cette situation, trouver la vérité parmi les témoignages d'enfants, de petits-enfants, de cousins, d'oncles, de tantes. Autant une enquête sur soi et sur sa famille qu'une histoire de la santé mentale des femmes au milieu du XXe siècle, et plus globalement, un bouquin sur la violence faite aux femmes, quoi. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Mon vrai nom est Elisabeth ? Eh ben, j'ai adoré. C'est l'histoire vraie, le point de vue, les sauts dans le temps, le format, tout sert parfaitement à un propos important et complexe. On entrecoupe les récits, les entretiens, les études historiques autour de la vie de l'arrière-grand-mère d'Adèle, avec un suspense qui est surprenant dans un essai. Au début, le mystère autour d'Elisabeth, Betsy, est vraiment opaque, aucun membre de la famille veut en parler, et ouais, au fur et à mesure de persévérance, Adèle Lyon, elle va grappiller des bouts d'informations, des contacts, elle va consulter les archives, et ce format d'enquête est très prenant. C'est une lecture importante, par moments difficiles, en particulier lorsque Adèle Lyon aborde l'histoire de la lobotomie, et qu'on se rappelle que ces horreurs ne sont pas si vieilles. On touche à la santé mentale, oui, mais surtout à la place des femmes au sein d'une société, et le sort de son arrière-grand-mère est tragique. C'est une femme qui est trop moderne pour son temps, aux mains d'un mari qui la veut soumise et mère. Je peux que vivement vous le conseiller si vous l'avez pas lu, mais bon, j'ai l'impression que tout le monde l'a lu. Et enfin, pour terminer ce mois de décembre et cette longue année 2025, j'ai lu La Bibliothèque de minuit, qui est un roman écrit par l'auteur britannique Matt Haig, et qui est publié en France en 2022 aux éditions Mazarine. Matt Haig est un auteur qui publie beaucoup, qui écrit beaucoup sur le sujet de la santé mentale, avec entre autres une autobiographie intitulée Rester en vie, dans laquelle l'auteur détaille son combat contre la dépression, comment il a appris à vivre avec cette maladie. Il écrit aussi beaucoup pour les enfants. La Bibliothèque de minuit, c'est un énorme succès commercial avec plus d'1 million d'exemplaires vendus à travers 25 pays en seulement un an de publication. Le bouquin, il est un peu controversé quand même, à raison, mais on en reparlera plus tard. Et alors de quoi parle-t-on dans La Bibliothèque de minuit ? Petit disclaimer, le bouquin traite de dépression et de suicide. On suit le personnage de Nora Seed, qui est une jeune femme de 35 ans, pleine de regrets et d'ambitions déçues. Au début du bouquin, elle vient de se faire virer d'un job pas ouf et son chat vient de mourir. Elle est au fond du gouffre et donc elle décide de mettre fin à ses jours. Sauf que elle va se réveiller dans un endroit très mystérieux appelé la Bibliothèque de minuit. Ici, elle retrouve la dame du CDI de son enfance, qui s'appelle Madame Helm, qui avait été si gentille pour elle lorsque son père ou sa mère, je sais plus, est décédé. Cette bibliothèque, elle est très spéciale. Nora pourra choisir un bouquin de son choix, chacun contenant une autre version de la vie de Nora, dans laquelle elle aurait fait d'autres choix. Tout ce qu'elle a exprimé, c'est le regret, un regret précis. Par exemple, j'aurais voulu ne jamais arrêter la natation. Et elle va se retrouver dans cette vie-là. Et donc, elle va essayer de trouver la version d'elle-même dans laquelle elle est le plus heureuse, sauf que si elle exprime le moindre regret dans cette vie qu'elle a choisie, elle reviendra à la bibliothèque et pourra choisir un autre livre, une nouvelle vie. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la Bibliothèque de minuit ? Eh bah, ça l'a pas fait pour moi. J'ai eu beaucoup de mal avec le traitement de la santé mentale dans ce roman, dans le comment aller mieux. Mais revenons au début. Nora est un personnage en profonde dépression qui regrette à peu près tous ses choix de vie, et quand elle met fin à ses jours, elle atterrit dans cette bibliothèque de minuit. Moi, j'aime beaucoup le principe de multiverse, qui est par ailleurs parfaitement traité dans Dark Matter de Blake Crouch, j'en parle à chaque fois, bref. Et j'aime bien le principe de cette bibliothèque, de visiter les autres soi, les autres possibilités. Mais comme je vous disais, le gros problème, c'est le traitement de la santé mentale. Je vais devoir spoiler l'intrigue, surtout la fin. Donc si le roman vous intéresse, salut. Pour ceux qui sont encore là, on voit très vite et trop facilement la résolution du roman. Bien sûr que Nora ne va pleinement apprécier aucune des vies qu'elle va visiter, puisque le bouquin nous rabâche le même message tout du long, il faut s'aimer soi-même. Et que ces autres versions de Nora, ce n'est pas elle. À la toute fin du roman, elle choisit sa propre vie et tout est bien. Voilà. Sauf que c'est un personnage qui s'est suicidé. Et choisir d'aller mieux, c'est jamais suffisant pour aller mieux. Le sujet de la dépression qui pousse au suicide n'est pas vraiment traité dans ce bouquin. J'ai vraiment l'impression que ce que veut nous montrer Matt Haig dans La Bibliothèque de minuit, c'est suffit de faire l'effort d'aller mieux pour aller mieux, tu vois. Je trouve que le message est naïf, presque même un peu nocif. Comme si la dépression c'était que passager et qu'un peu de volonté ça suffisait pour guérir. Je peux comprendre pourquoi le bouquin plaît, parce qu'il offre un rayon de soleil dans une vie difficile, mais pas pour moi. C'était le dernier bouquin de l'année. Voilà tout pour le mois de décembre. Il y a du très bon, il y a du moins bon. Et de quoi va-t-on parler pour l'année 2026 ? Ouais. En janvier, il y aura du Stephen King et du bon, ça faisait très longtemps. Il y aura le roman classé numéro 7 des 100 meilleurs romans du 21e siècle. Il y aura Harry Potter qui visite le passé de son pire ennemi.
manuscrit. Il y aura une autrice blanche qui vole le manuscrit de son ami asiatique. Il y aura une uchronie glaçante. Alors, à très vite. Attends. Pas fini. Ne pars pas encore. Je t'ai pas dit mon pire 5 et mon top 5 de l'année 2025. D'abord, on fait le pire 5. Ensuite, on fait le top 5. Commençons par le moins bon. Le numéro 1 étant ici le pire roman que j'ai lu en 2025. Numéro 5, La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Je comprends, mais j'approuve pas. Numéro 4, Soleil vert de Harry Harrison. Trop mal vieilli, intrigue faiblarde, ignoble male gaze, aïe. Numéro 3, Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. Référence de l'horreur dans laquelle il se passe rien. Y a pas d'intrigue à proprement parler, pas de développement dans les personnages. Il se passe rien à part deux personnages qui font la cuisine pour contrôler leurs émotions. Numéro 2, Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. L'erreur de casting, personnage toxique, situation incohérente, faut passer son chemin. Et le pire roman que j'ai lu cette année, félicitations. Numéro 1, Armada d'Ernest Cline. Tout simplement le pire roman que j'ai lu de ma vie. Le niveau d'un enfant de 8 ans qui aurait passé trop de temps sur YouTube. Pour mon top 5, j'ai pas mis Marche ou crève ou Running Man de Stephen King. Ce sont deux romans que j'adore, qui ont leur place ici, puisqu'ils font partie de mes romans favoris de tous les temps. Mais je les avais déjà lus, je savais déjà. Donc que des nouveautés dans ce top 5. Numéro 5, Les 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North. Ma science-fiction préférée, celle qui te plonge dans des concepts zinzin et qui le fait bien. Numéro 4, The Gone World de Tom Sweterlich. Ma science-fiction préférée, celle qui te plonge dans des concepts zinzin et qui le fait bien. Numéro 3, On m'appelle Damon Copperhead de Barbara Kingsolver. 61ème selon le New York Times, bien plus haut dans mon cœur. Numéro 2, L'univers à portée de main de Christophe Galfard. Nous sommes si petits dans l'univers, mais ce livre est si grand. Et enfin, le meilleur roman que j'ai lu en 2025, le numéro 1, c'est Anathème de Neil Stephenson. Un univers dans ce bouquin, la marque des plus grands. Et vous, dites-moi en commentaire vos classements des top 5 et des flop 5 pour 2025. À bientôt, salut!